Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, entretenir un immeuble, ce n'est pas seulement une question d'organisation, c'est aussi une question de responsabilité, de confiance au cœur de cette mécanique collective. Il y a une figure centrale, celle du syndic. Mais encore faut-il qu'il soit à sa place et à la hauteur, car la gestion dérape, quand les comptes manquent de clarté, que la communication s'enlise. Il y a une question délicate, comment révoquer un syndic et surtout comment nommer à nouveau dans les règles de l'art sans plonger la copropriété dans le chaos. Nous allons en parler avec notre invité, nous resterons ouverts à l'échange et à vos questions. Si vous en avez, c'est de 10h à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et c'est avec notre invitée Delilia Nasseli que je présenterai rapidement. Elle est directrice générale de G6, alors une société de syndic. Et effectivement, c'est de cette mission-là qu'on va parler ce matin. Alors, il y en a qui, dans certaines copropriétés, se pressent pour devenir syndic, et dans d'autres copropriétés, c'est le désert des tartares. Il n'y a personne qui veut prendre la relève, il n'y a personne qui veut assumer la responsabilité, il n'y a personne qui se manifeste. Tout le monde regarde, lève les yeux vers le ciel et personne n'a envie d'assumer cette responsabilité-là, Delilia Nasseli. On va essayer de voir comment on peut trouver des solutions dans ce qui semble de l'extérieur être inextricable. Bonjour. Bonjour cher Badr, bonjour à nos auditeurs et félicitations. Ah oui, tu es venu aux couleurs du drapeau. Rouge oblige, donc. Ah oui, donc le vert pour... Félicitations à nos lionceaux, franchement ça fait... En plus, c'est vrai que c'est une couleur aussi qui passe pas inaperçue. Il y a beaucoup de sourires dans les visages quand on discute avec les uns et les autres. Mais quand on parle de copropriété, on déchante très rapidement. C'est pas forcément, on va dire, une partie de plaisir, surtout pour les syndics bénévoles. Être syndic, c'est une vérité, j'ai envie de dire, universelle, internationale. C'est un métier qui est très ingrat. Alors si on est syndic bénévole, c'est qu'on l'a fait parce qu'il y a une raison. Et quand on est syndic professionnel, de toute manière, on est là pour... toujours très bonne. On est là pour prendre de l'argent. Oui. Exactement, oui, tout à fait. Donc c'est très, 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 très ingrat comme métier, comme vocation et comme rôle qu'on joue dans une résidence, quelle que l'on soit la taille. Mais c'est aussi quelque chose de délicat et de difficile parce que il s'agit de manœuvrer alors qu'il y a des sensibilités différentes. Et c'est un métier où il s'agit de se faire accepter parce qu'on vote au terme de l'année ou au terme des 2 ans, on va savoir ou essayer de prendre la décision de reconduire entre guillemets un syndic dans ses responsabilités ou le contraire, ou essayer d'en changer. Donc il y a des façons de faire qui sont inattaquables entre guillemets, et puis il y a des façons de faire qui laissent la brèche. Il y a un formalisme, effectivement. Il y a toujours un formalisme en la matière. Et puis il y a parfois les difficultés entre guillemets en termes de passation où on peut avoir des difficultés à ce que la transition se passe dans les meilleures conditions. Tout à fait. Alors pour planter le décor du rôle du syndic, le syndic il est élu par une assemblée générale. Le syndic, il a un mandat. Dans une copropriété, le syndic, il est le seul, on va dire, prestataire externe qui n'est pas lié par un contrat commercial avec la copropriété. Donc c'est très très important de le souligner parce qu'il y a énormément de litiges et d'incompréhensions autour de ce sujet. Beaucoup de syndics, quand ils ne veulent pas partir, je pense aux syndics professionnels, quand ils ne veulent pas quitter une résidence, ils invoquent un espèce de préavis, ils invoquent la résiliation non conforme. Il faut savoir... résiliation non conforme. Oui, c'est-à-dire que le syndic professionnel, il y a des syndics professionnels qui abusent et qui disent nous, on n'a pas fini notre mandat, il faut aller jusqu'au bout des 2 ans. Non, c'est faux. Le syndic, il est désigné par un mandat, d'accord ? Il a un mandat, il est désigné dans une assemblée générale, dans le PV d'une assemblée générale pour un mandat de 2 ans. D'accord ? Oui. Cette même assemblée générale qui lui a donné un mandat de 2 ans peut, lors d'une séance extraordinaire ou ordinaire, ne pas renouveler son mandat et le révoquer. C'est-à-dire que le syndic, il peut soit faire ses 2 ans de mandat et ne pas être renouvelé, ou il peut être renouvelé toujours avec le vote de l'Assemblée générale. Ou alors un syndic, il peut être élu lundi et révoqué dans 15 jours via une Assemblée générale extraordinaire.
Oui. Donc c'est les dispositifs, les prérogatives de la loi 106-12 telle qu'elle a modifié la 18-00. Ce que j'entends, c'est que c'est possiblement des affaires qui ont abouti au niveau du tribunal. Donc ils n'aboutissent pas parce que le tribunal, il voit à la fin, il revient au texte, aux origines du texte de loi, les articles 26 qui précisent que le syndic, il est élu à la majorité des 3/4, donc à la première séance, ou à la majorité des présents en seconde séance, auquel cas il est également révoqué en même majorité. Donc le texte de loi, il est très très clair. Bon, il n'y a pas de notion, et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de notion entre le syndic quand il est élu, j'insiste bien, quand il est élu, il n'y a pas de notion de contrat commercial avec la société, avec le syndicat des copropriétaires. Preuve en est, quand on est en litige, quand une copropriété est en litige avec son syndic professionnel, elle ne va pas devant les tribunaux commerciaux, elle n'invoque pas le DOC, elle va devant le tribunal de première instance, elle invoque les manquements en termes de droit de copropriété. C'est pour ça que effectivement c'est quelque chose d'extrêmement particulier. Bon, les sociétés de syndic évoluent dans un contexte qui est très spécifique. Effectivement, la relation commerciale, bon, on ne vote pas pour quelqu'un qui va nécessairement produire ou délivrer un certain nombre de services. Il n'y a pas de notion de préavis de 2 ou 3 mois ou de voilà. Donc on peut mettre en place un cahier des charges entre le syndic professionnel et le syndicat des copropriétaires. Ce cahier des charges reprend, on va dire un peu la tarification, les engagements du syndic professionnel, mais il ne faut pas oublier que la base légale asl, comme on dit, c'est le mandat du syndic qui lui a été donné par le PV d'une assemblée générale. Alors il y a 3 cas de figure qui sont sensiblement différents qu'on va essayer d'expliciter tout au long de l'émission. Il y a la copropriété qui essaie de désigner un syndic ou de nommer un syndic, parce que jamais un syndic n'a encore été nommé dans cette copropriété. Il y a la copropriété qui souhaite changer de syndic. Et puis il y a révoquer peut-être un syndic. Et puis il y a la copropriété qui a un syndic mais qui est démissionnaire et qui est à l'abandon parce que personne ne souhaite prendre la relève. Alors pour commencer par le commencement d'Elina Nasseri, alors une copropriété qui démarre, qui voudrait faire les choses dans les règles de l'art et qui voudrait nommer un syndic. Comment doit-elle s'y prendre ? Alors une copropriété qui démarre, alors il est d'usage au Maroc de voir très souvent, surtout dans les grandes copropriétés moyennes et grandes, de voir le promoteur jouer un peu ce rôle de syndic, le jouer, pas qu'un peu, le jouer pleinement, c'est-à-dire qu'il va collecter les fonds et il va gérer le quotidien de la résidence. Alors cet usage-là n'est en aucun cas un usage légal si il n'a pas été fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire très souvent le promoteur, parce qu'il a des intérêts, parce qu'il a un stock, parce qu'il a un intérêt que la copropriété se porte bien, joue ce rôle de syndic. Et donc il s'accapare la gestion de syndic. Et très souvent, des copropriétaires, les gens pensent qu'il est normal que le promoteur soit syndic. Non, il n'est pas normal que le promoteur soit syndic. Le promoteur, il doit rester dans son rôle de maître d'ouvrage, dans son rôle de celui qui a construit la résidence et qui a quand il est extrêmement majoritaire, les gens se disent il a intérêt à ce que tout aille bien. Alors, et qui a une obligation sur les réserves qu'il a laissées ou qu'il a dans les parties communes. Maintenant, le promoteur, il peut être élu syndic s'il le souhaite. À ce moment-là, il porte la casquette d'un copropriétaire, d'accord, et il se présente en tant que tel, en tant que monsieur un tel, et il peut voter pour lui. Mais attention, alors on se trompe, on se dit parce qu'il a un grand stock, il va forcément l'emporter. Pas systématiquement, parce que le législateur, il a prévu un blocage en termes de voix. C'est-à-dire que le législateur, dans la 106-12, il nous parle d'un copropriétaire qui a un très grand nombre de lois. En fait, c'est le promoteur, sans le nommer. Quand un copropriétaire a un très grand nombre de voix, dépassant le nombre de voix des copropriétaires à l'Assemblée générale, son droit de vote est bloqué à 50% du reste des voix existantes de l'Assemblée générale. Ah, donc si tout le monde est contre, effectivement... Il ne pourra pas l'emporter, sinon c'est biaisé, sinon ça sert à rien. Si j'ai 100 appartements sur les 150, ça sert à rien que je tienne une assemblée générale, ça n'a pas de sens. Je vais tenir une assemblée générale avec moi-même Exactement, et je fais passer ce que je veux. Non, le législateur, il a prévu ce cas de figure, mais malheureusement dans la pratique, ça se fait différemment. Les gens pensent, non, parce qu'il a du stock, forcément, c'est lui qui va l'emporter, donc ça sert à rien qu'on se mobilise. Non, ces voix sont bloquées
à 50% des voix du reste des copropriétaires présents. Et puis, quand on est face à cette situation, alors on ne monte pas nécessairement au front parce qu'on ne veut pas nécessairement détériorer la relation. Bon, et puis on est dans les demi-miel, on va dire, c'est-à-dire qu'on vient d'acheter, on vient d'habiter, on est plutôt dans les travaux. On souhaite les réparer. Exactement, mais pas du tout. En général, on déchante à partir de la deuxième, troisième année d'une vie d'une résidence. Je reviens juste sur le maître d'ouvrage ou le promoteur, quand il prend la casquette de syndic, il peut la prendre s'il est dûment élu dans une assemblée générale, qui a fait une convocation, qui a proposé un budget et qui l'a élu avec une feuille de présence, J+15, J+8 pour la notification, etc. Il doit prendre les cotisations dans un compte bancaire ouvert au nom du syndicat. C'est très important. On a encore date valeur aujourd'hui des copropriétaires, des personnes qui achètent dans une résidence et qui libellent un chèque au nom du promoteur ou de la société. Exactement. Et ça, c'est interdit parce que ce dit promoteur ou ces dites sociétés, elle est en train de faire de la collecte de fonds sans fondement, c'est-à-dire que cet argent-là, ce n'est ni un chiffre d'affaires, ni des dons qu'elle a reçus, c'est des cotisations de syndic qui doivent aller dans un compte au nom de la résidence. Des cotisations de 3 ans c'est essentiel. En général, au début de la mise en copropriété, c'est 2 ou 3 ans, effectivement. Bon, après, effectivement, il n'est pas interdit de... Oui. C'est interdit. Non, il n'est pas interdit en tant que consommateur d'être éveillé. Oui. Parce qu'en refaisant, on se rend compte qu'on a des moyens, entre guillemets, de pression. Il est 10h20, 2 minutes précisément. On va se retrouver après la respiration musicale. Mais nous restons essentiellement ouverts à vos questions et à vos avis. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est de 10h à midi ou 05 22 95 36 70 ou 80. Nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec Dalila Nassali, qui est directrice générale de la société de syndic Gestis. Et nous reprenons la conversation, là on l'avait laissé, Dalila Nassali, c'est-à-dire lorsqu'on essaie de désigner ou de nommer un syndic, il y a différentes configurations. Il y a des copropriétés qui sont bien établies, des copropriétés où le promoteur est encore majoritaire, et ce sont 2 configurations différentes quand on essaie de nommer un syndic. Si on souhaite bien s'y prendre et bétonner entre guillemets l'aspect purement processus ou purement légal de la désignation, comment s'y prend-on ? En fait, le panorama, on va dire, est le même. C'est juste que dans une première configuration, on a des copropriétaires entre eux, et dans une deuxième configuration, on a aussi des copropriétaires entre eux, avec un copropriétaire qui, lui, se trouve, il a plusieurs lots, qui s'appelle monsieur le promoteur. Mais juridiquement et techniquement, c'est la même configuration, et c'est le même, j'ai envie de dire, le même exercice qu'il faut faire, à savoir tenir ce qu'on appelle une assemblée générale constitutive. Alors, une assemblée générale constitutive, elle n'est pas là pour créer le syndicat, parce que très souvent, j'entends, on n'a pas fait notre AG, on n'existe pas. Non, le syndicat des copropriétaires, il existe de facto, depuis la première fois, comme on dit, quand le promoteur a déposé le règlement de copropriété à la conservation foncière ou a déposé un règlement article 45 si c'est un lotissement à la commune, et qu'il a fait une première transaction, c'est-à-dire sur une résidence de 1000 appartements, quand le promoteur a vendu le premier appartement, ça y est, la copropriété, elle est née de plein droit. Maintenant, on tient une assemblée générale constitutive pour organiser la vie et le fonctionnement de cette résidence, c'est-à-dire qui sera le patron qui va gérer, qui sera le syndic adjoint, et avec quelle trésorerie, avec quel budget cette résidence elle va fonctionner, et sur quelle base je vais demander à ces futurs acquéreurs, parce qu'on est dans une résidence neuve, je vais leur demander les 1 ou 2 ans ou 3 ans de cotisation de syndic, sur quelle base budgétaire, et comment j'ai exprimé cela dans une assemblée générale constitutive, avec un PV qui existe, avec un absolutat, avec une feuille de présence, avec tous les ingrédients d'une assemblée générale. Ce que malheureusement beaucoup de promoteurs ne font pas. C'est-à-dire que dans l'euphorie de l'achat, quand on passe chez le notaire, et d'ailleurs le notaire n'a aucun moment
moment, il est là pour gérer les problématiques de syndic, ni pour collecter le fonds de syndic. Il est là pour s'assurer de la sainteté, de la tenue de la transaction, on va dire. Dans ce moment-là d'achat, on rajoute, quand on a déjà signé 2 ou 3 millions, on n'est plus à 12 ou 14 000 dirhams près, donc on signe le fameux chèque de cotisation de syndic sans de fondement. Alors quand je dis sans fondement, c'est-à-dire que quand ce promoteur n'a pas tenu cette assemblée générale constitutive. Maintenant, on peut très bien être dans une configuration saine, c'est-à-dire je suis promoteur, je fais ma première transaction, mes 2 ou 3 premières transactions, je tiens mon assemblée générale, j'établis mon budget et à ce moment-là, je peux faire cette collecte de fonds dans les règles de l'art et sans que ce soit irréprochable. Je sais quand le processus est sain lorsque le chèque est libellé au nom du syndicat des copropriétaires. Et en plus, il doit être libellé au nom du syndicat, c'est qu'il y a un compte bancaire dûment ouvert au nom du syndicat des copropriétaires. Il ne peut y avoir de compte bancaire ouvert que si effectivement les formalités ont été accomplies. Que si on a effectivement un PV d'assemblée générale constitutive, tout à fait. Sans quoi, on peut ne pas obtempérer au moment où on nous dit de payer effectivement. Ah mais complètement, quand vous êtes lors d'une signature de transaction chez un notaire et qu'on vous dit, et je l'ai entendu très souvent, je ne vais pas vous donner les clés jusqu'à ce que vous vous acquittiez de vos 1 ou 2 ans de syndic, vous êtes en droit de dire au notaire, non monsieur le notaire, vous n'avez pas le droit, je suis en droit, finalisez votre transaction, finalisez le contrat, le syndic, c'est le paiement des cotisations de syndic, c'est entre moi et le syndic. Il y a un auditeur qui nous a appelé pour nous dire que lorsqu'on lui a réclamé ça, il est venu avec un huissier de justice, et tout de suite on a rembarré, on est revenu sur ce qu'on a dit. Complètement. Et effectivement, c'est extrêmement dissuasif. Il y a la finalisation. J'ai vu des aberrations, des dépassements de notaires qui disent il n'y a pas de contrat signé si vous ne donnez pas les 2 ans de syndic, ou des fois c'est l'équipe de vente sur le terrain qui dit pas de remise de clé si vous ne donnez pas les 2 ans de syndic. Sans fondement, encore une fois. Si je suis un promoteur et que j'ai fait mon assemblée générale constitutive, que j'ai mis dans le PV que tout nouvel acquéreur doit s'acquitter de telle somme qui est liée à une provision de budget sur X années et tout, j'ai fait les choses dans les règles de l'art. Oui. Mais quand je ne le fais pas, c'est abusif. Je ne le fais pas pour une raison simple. Dans l'exemple qui était cité précédemment, j'ai 150 lots, j'en ai vendu 50. On sait très bien pourquoi ils le font pas. J'en ai encore 100, effectivement, payer. Je vais payer sur les 100, effectivement. Tout à fait. C'est une économie que... Tout à fait. Et ils oublient, on l'a fait plusieurs fois, c'est-à-dire que le promoteur, d'ailleurs, je prends le promoteur X, monsieur X, en fait, le promoteur monsieur X, c'est pas lui, quelque part, c'est l'entreprise qui a construit. Parce que très souvent, si on fait attention dans les contrats d'achat chez le notaire, vous avez toujours la société X qui a vendu. C'est jamais le monsieur Intel, la personne physique. C'est cette société-là qui est copropriétaire. C'est elle qui est redevable des cotisations de syndic et c'est elle à qui je peux envoyer un appel de fonds si elle n'a pas payé ses cotisations en tant que copropriétaire. Pour peu que les copropriétaires soient organisés pour avoir une assemblée générale constitutive, désigner un syndic, si effectivement ça n'a pas été exactement comme on a pu l'entendre. Mais encore faut-il le faire dans les règles de l'art. Nous sommes avec un auditeur, Delilana Saleh, nous sommes avec Siab Abdillah, qui nous a contacté de Rabat. On est à votre écoute, Siab Abdillah, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Siab Abdillah. Je voudrais poser une question à propos du syndic, c'est peut-être pas tout à fait ce dont vous êtes en train de parler. Vous poser toutes les questions sur le syndic qui vous semblent très bien. utiles. Oui. Bien, j'habite dans une résidence qui contient une 50aine d'appartements. Et nous avons un syndic juste des voisins, des personnes entre eux qui ont constitué un syndic, c'est pas un syndic professionnel. Et moi j'habite au rez-de-chaussée. J'habite au rez-de-chaussée, mais il y a un parking c'est pas tout à fait. Donc j'habite au rez-de-chaussée, mais j'ai un sous-sol qui fait usage de parking. Et pendant les vacances du mois d'août, ça fait 1 mois, donc j'étais pas chez moi, il y avait même personne chez moi, et donc j'ai eu un retour du réseau d'assainissement. Et donc il est monté par un siphon au sol de la cuisine et la machine à laver qui était branchée avec l'évier, donc la machine à laver était pleine de matière fécale et en plus et l'évier aussi. Et puis tous les tapis, tout ce que j'avais au sol, bien sûr, il a pourri. Et ça a duré quelques temps puisque moi je me suis absenté 2 ou 3 semaines. Et quand je suis revenu, donc j'ai trouvé des commençaient à la tête.
Et donc j'ai fait un courrier au syndic, qui est un syndic de voisinage, donc il était chez Mouchki. Et donc ils n'ont rien fait avec moi jusqu'à présent. Je voudrais savoir qu'est-ce que dit la loi à ce propos. Merci Madame Galila Massel. Alors, le retour d'eau que vous avez, elle est du réseau d'assainissement, c'est ça? Parce que vous êtes... Oh, du réseau d'assainissement, madame. Je suis du réseau d'assainissement, puisque je suis au rez-de-chaussée, donc je suis le dernier, donc j'ai dû prendre tout le truc. Ok. Vous avez une assurance? L'immeuble est assuré? Non, je ne crois pas, il n'y a pas d'assurance. D'accord, ok. Alors, si l'immeuble était assuré, vous aurez fait appel à l'assurance qui aurait réparé les dégâts. Parce que vous avez... il y a des dégâts qui sont subis à un tiers et vous êtes le tiers et là, l'immeuble il est assuré. Maintenant que l'immeuble n'est pas assuré, vous êtes en droit d'attaquer quand même la copropriété. Qui dit attaquer la copropriété, c'est-à-dire que tous les copropriétaires vont être solidaires dans la réparation du préjudice. Encore une fois, il faut prouver que le préjudice que vous avez subi ne vient pas d'une partie privatif. Alors je vous dis ça pourquoi? Parce que ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des cas comme ça. C'est des dégâts des eaux ou des remontées des eaux qui viennent, enfin surtout des dégâts des eaux qui viennent de la partie privée. Exactement, de l'appartement d'à côté. Et en fait, quand par exemple vous avez les dégâts des eaux qui viennent de l'appartement d'à côté ou bien de l'appartement d'au-dessus, c'est entre deux parties privatives. Vous devez vous retourner contre l'autre partie privative. Le syndic ne peut rien faire. Quand la cause du dommage vient d'une partie commune, c'est-à-dire il vient d'une gaine générale, ou vient je sais pas moi, d'une infiltration d'eau des façades ou autre, c'est une partie commune, c'est l'assurance de la copropriété. Maintenant, on est dans un cas de figure où c'est le réseau d'assainissement. Si vous avez une assurance, l'assurance aura pris en charge le dégât et elle se serait retournée contre, je sais pas, la SARM ou contre un tiers. Maintenant que vous n'avez pas d'assurance, vous êtes en droit de vous retourner contre le syndicat des copropriétaires et faute d'assurance, tous les copropriétaires seront dans la solidarité de vous remettre en état votre appartement. Et quand on dit attaquer, c'est pas nécessairement directement au niveau judiciaire, c'est mettre face à leur responsabilité s'il n'y a pas de réponse, passer à la vitesse supérieure. Je pense qu'il a déjà fait le courrier. Je ne sais pas si vous avez un retour à votre courrier, monsieur. Alors, si Abdillah, je ne sais pas si... Oui, dites-nous. Donc je disais que j'ai fait un courrier et pendant le mois d'août, bien sûr, le syndic n'était pas présent, mais il y avait un représentant du syndic, soi-disant le vice-président. Je l'ai fait venir chez moi pour constater les dégâts. Et puis tous les trucs qui étaient pourris, je les ai posés dans un couloir, donc tout le monde les a vus. Et puis c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Et quand le président du syndic est revenu de ses vacances, les Kanhtawa, et quand je lui ai posé la question, il a dit oui, pour moi il n'y a pas de problème, je vais voir avec l'Assemblée, il faut attendre le jour de l'Assemblée. Et tout, on est resté comme ça. Et c'est quand le jour de l'Assemblée? Parce que il y a des urgences qui ne peuvent pas attendre. Il n'est pas encore prononcé le jour de l'Assemblée. Ah oui. Est-ce que vous avez fait constater les dégâts que vous avez? Je les ai fait constater par le syndic lui-même, par un des représentants du syndic. Est-ce que vous avez fait constater par un huissier de justice? Non, madame. Alors faites-le. Faites-le, parce que si ce n'est pas constaté légalement, ça n'existe pas. Faites constater les dégâts que vous avez eus, d'accord? Faites, s'il le faut, un témoignage d'un voisin ou quelque chose comme ça. Préparez votre dossier, on va dire de précontentieux. D'accord? Comme ça, le jour de l'Assemblée générale, vous exposez la chose dûment documentée. Comme ça fait partie du budget. Et vous demanderez, à l'Assemblée générale parce que quand il n'y a pas d'assurance, c'est la communauté. Quand je dis la communauté, ça veut dire le budget d'une Assemblée générale et que l'Assemblée générale vous indemnise à cet effet. Mais il faut constituer le dossier. Très très bien. Merci Sabila, j'espère qu'on a répondu. Vous avez un concierge, quelque chose comme ça? Oui, nous avons des concierges. Alors demandez aussi un témoignage écrit de votre concierge. Très très bien. Eh bien, merci Sabila. On va profiter de la respiration musicale, mais nous resterons bien entendu joignables jusqu'à midi, y compris durant ces moments musicaux, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80.
Et nous sommes avec notre invitée Dalila Nasseri, qui est directrice générale de la société de syndic G6. Nous restons aussi à l'écoute de vos questions si vous en avez. C'est jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, on commençait par le commencement, mais on avance dans l'heure. Dalila Nasseri. Alors, quand on souhaite effectivement désigner un syndic dans les règles de l'art, bon, il y a des fois un syndic, mais un syndic de fait, dans des copropriétés qui ont déjà une existence et un historique. Et quand on souhaite effectivement s'organiser, désigner quelqu'un qui en a la volonté, ou en respectant les formes entre guillemets, comment peut-on s'y prendre concrètement pour réunir les personnes suffisantes? Il y a des règles aussi de présence quand on en a la volonté. Alors, ce que nous dit la loi dans cette première étape, c'est que l'Assemblée générale constitutive peut être tenue à l'initiative de n'importe quel copropriétaire. C'est-à-dire comme il n'y a pas de syndic, seul le syndic peut tenir une assemblée générale. Mais quand il n'y a pas de syndic légalement établi, cette première étape, elle peut être faite par n'importe quel copropriétaire qui prend cette initiative, qui affiche un ordre du jour et qui convoque l'Assemblée générale constitutive. Ça, c'est lorsqu'on démarre. Là, c'est quand on démarre de zéro, qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas trop s'il y a un syndic, quand il n'y a pas de syndic et tout. On fait cette première réunion, on se connaît, on se réunit et on fait en général une deuxième Assemblée générale par la suite parce qu'on est plus structuré. Oui, et la difficulté, c'est que dans certaines copropriétés, il y a un syndic de fait, sauf que des fois le syndic de fait lui-même n'est pas au courant du fait qu'il est syndic. Donc, oui, quand il est aux abonnés absents. Bah oui, mais il pense qu'il est démissionnaire, que c'est pas vraiment le syndic. Or, il y a un consensus entre guillemets tacite qui fait que s'il y a une difficulté, c'est lui qui sera désigné. Alors il y a Madame Sakina qui est avec nous à l'antenne, d'après ce qu'on m'indique à l'instant, nous contacte de Casablanca cette fois-ci. On est à votre écoute. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on entend surtout votre bonne humeur, Madame Sekina. Merci. Alors, ma question pour être brève, je viens d'habiter un immeuble en fait où on est 5 copropriétaires, il n'y a pas de syndic. Et je suis pressentie pour être peut-être le syndic demain de cette copropriété. Alors, on a un gros souci, c'est que le gardien en fait qui maintenant est un squatteur, il a bâti l'extension de là où il squatte sur les escaliers de secours. D'accord? Donc en fait les escaliers de secours ils sont presque pas accessibles d'en bas. Donc ma question c'est en fait si demain Inch'Allah je suis syndic, qu'est-ce que j'encours en fait? Quelle est ma responsabilité là-dedans? Et qu'est-ce que je peux faire justement pour me préserver? Parce qu'a priori, les autres copropriétaires, ils sont là depuis un moment, ça les gêne plus, ça ne les gêne plus. Ah ben c'est la force de l'habitude. C'est la force de l'habitude. On s'habitue à tout. On peut s'habituer Ah oui, c'est fou. Et du coup, en fait, je voudrais savoir quelles sont déjà les démarches que je devrais faire et comment je peux me préserver si demain. Parce que, bon, moi, je veux bien prendre en fait cette tâche, même si elle est ingrate comme vous l'avez cité, mais pour le bien de ma famille et des copropriétaires, je suis prête à faire cet effort. Moi, ça me gêne absolument pas. Mais maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de mauvaise foi dans ce genre de dossier, surtout. Parce que bon, lui, il est là bien avant, il s'est bien installé, le gardien. Les copropriétaires se sont habitués à avoir une obstruction totale des escaliers de secours et ça ne les gêne plus. Bon, maintenant, pour le dégager de là, je ne sais pas ce qu'il faut faire et moi, si je suis syndic, qu'est-ce que je dois faire et comment je peux me protéger? Voilà, c'était clair. La question est très très claire. Très bien. La solution, oui. Alors, sur ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire tout ce que la loi vous permet de faire. Maintenant, on va d'abord parler de comment vous devez faire. Alors, si vous allez être élu, soyez élu dans une assemblée générale faite dans les règles de l'art. C'est-à-dire, tenez bien, envoyez bien, même si vous n'êtes que 5, même si vous n'êtes que 3, des convocations 15 jours avant, tenez votre assemblée générale, rédigez un PV, faites i'lam solotat, c'est-à-dire avertissez le muqaddam, donnez-lui une copie de la convocation
réclamation 15 jours avant qu'il vous l'accuse, parce que vous allez en avoir besoin dans votre dossier. D'accord ? Faites votre assemblée générale, rédigez votre PV, donnez-le aux 5 copropriétaires dans un délai de 8 jours. Là, vous aurez votre dossier qui est dans les règles de l'art bien établi. Maintenant, quand vous allez agir en tant que syndic, le syndic, il est quelque part, vous êtes responsable de la maintenance, vous êtes responsable des équipements, vous êtes responsable de ce qui se passe dans les parties communes. Vous ne pouvez pas dire que j'ai trouvé ça comme ça ou que c'était comme ça. Certes, c'était comme ça, mais à valeur actuelle, c'est vous qui allez être le syndic. Donc, vous êtes en droit de faire dégager ces escaliers. Vous n'avez même pas à lui poser la question de se replier ou de remettre les choses à leur place. Vous êtes en droit d'intervenir, ramener le mqaddam, par exemple, si vous voulez, pour qu'il en soit, pour qu'il vienne témoigner aussi et faire son constat. C'est pour ça que je parlais de votre dossier qui doit être correctement établi. Et faites dégager vos escaliers de secours, parce que s'il arrive un incendie et qu'on a du mal à évacuer, pour peu qu'il y a, je ne sais pas, un des voisins du 5e et une fête et qu'il reçoive chez lui 20 ou 30 personnes, vous imaginez l'évacuation, c'est là qu'il y a un problème. Donc tous les scénarios sont possibles et imaginables. Si dans cet immeuble, l'architecte a prévu des escaliers de secours, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut qu'ils soient dégagés. Donc ça, c'est première des choses à faire dégager ces escaliers de secours, et vous n'avez même pas à lui demander son avis, parce qu'il est en complète infraction et c'est vous qui êtes responsable s'il arrive à faire quelque chose et que vous n'avez pas agi en tant que syndic responsable des parties communes. Donc ça, c'est pour ce qui est du premier aspect. Le deuxième aspect qui est sous-jacent, c'est qu'il y a quelqu'un qui est squatteur, c'est-à-dire qui n'est pas désiré mais qui manifestement occupe les lieux contre... Alors elle n'a pas dit ça. Est-ce que c'est votre concierge ou c'est quelqu'un qui est là malgré vous? Je pense que c'était le concierge qui est là. C'est le concierge qui est là depuis la construction de l'immeuble, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années. Oui. Ah oui. Et que oui, il est là. Donc en fait, a priori, les voisins auraient dit que par rapport à son salaire, chacun donnait ce qu'il voulait. Donc il n'y avait pas de salaire particulier. Okay. Et j'ai entendu dire la femme justement du concierge un jour à l'occasion d'un échange, que ça fait 20 ans que le gars n'a pas été payé. Ah oui. Donc, oui. Bon, c'est ce que sa femme dit. Donc les voisins disaient que depuis jusqu'au Covid, il était payé et que chacun donnait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas quelque chose de précis. Bon, maintenant ce monsieur, pour être honnête, est-ce que il a été mauvais depuis le début? Ou alors, est-ce qu'il y a eu des manquements justement par rapport à lui, donc il s'est dit, je m'en fous, je fais ce que je veux. Mais bon, après la situation elle est ce qu'elle est. On a deux partis. Moi, je prends aucun parti, ni celui des copropriétaires, ni celui du. Il a quel âge, Sakina? Il a dépassé, je pense, l'âge de la retraite. Il a dépassé l'âge de la retraite. Je pense, oui. Oui, est-ce qu'il remplit son rôle de concierge? Est-ce qu'il fait quelque chose pour l'immeuble? Non, plus rien. Rien du tout. Donc il habite en fait. Oui. Voilà, il habite et c'est tout. Et en fait, il avait demandé, il aimerait bien en fait que les voisins lui donnent un petit quelque chose pour qu'il parte. Ok. D'accord. Donc c'est un cas beaucoup plus fréquent qu'on imagine. Complètement. Et on va partager la réponse, ou en tout cas des éléments, parce que toutes les problématiques n'ont pas nécessairement des solutions simples et applicables. Nous allons écouter le flash d'information, puisqu'on l'avait annoncé à 11h, il nous présente les actualités, c'est Mourad Baba, et on va se retrouver pour la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Et si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à les faire entendre, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts, chers auditeurs, avec Dalila Nasseri, qui est directrice générale de la société de syndic Gestis. Alors, on évoquait les difficultés avec certains gardiens d'immeubles, et souvent les syndics professionnels effectivement ont recours à des prestataires externes parce que c'est une relation de travail sinon. Et effectivement, elle a des implications. Alors, c'est quelque chose de délicat qu'on vient d'évoquer avec l'auditrice Madame Sakina. Alors, est-ce qu'il y a des pistes pour effectivement trouver un moyen d'entente? Alors, ce qu'il faut savoir, et là je m'adresse à tous les immeubles qui ont des concierges. Concierge qui est censé être à la retraite. Souvent,
qui est censé être à la retraite ou qui peut continuer librement s'il le souhaite après la retraite, moyennant un autre format. Rien ne nous empêche d'arrêter de travailler après la retraite si on est en bonne santé, qu'on le souhaite. C'est que quand on est un immeuble et quand on est un syndicat des copropriétaires, on est une personne morale. On est doté de la personne morale. Ça veut dire qu'un syndicat des copropriétaires peut très bien avoir des employés, les déclarer à la CNSS comme une entreprise et avoir ses obligations en tant qu'employeur. Quand on a un litige avec un concierge ou avec un employé du syndicat, on est dans une relation de employé-employeur, c'est-à-dire on est régi par le droit du travail. Là, on ne parle plus de droit de copropriété. Oui, mais le concierge en question n'avait pas de salaire fixe. Enfin, il bénéficie d'un logement et on peut l'estimer, faire une évaluation en fonction du quartier, mais il n'avait pas de rémunération fixe. Mais même quand on fait une évaluation et quand on fait ce qu'on appelle une compensation, il faut que ça soit formalisé. Malheureusement, et c'est des cas qu'on voit très souvent, quand ça finit au tribunal, ça finit très souvent en faveur du concierge, et tant mieux pour lui, on va dire, parce qu'il s'agit toujours de protéger le plus faible. On est dans une relation d'employeur-employé non déclaré, droit bafoué, et on fait valoir dommages et intérêts et compensations sur toute cette période non déclarée et non payée. Donc il faut faire très très attention quand on a une relation de travail avec un concierge ou avec un agent de nettoyage ou autre, il faut formaliser cela. On formalise cela par deux manières. Soit... Oui, parce que là c'est l'épée de Damoclès. Effectivement, il y a un moyen de pression qui est XXL. Exactement. Donc on formalise cela par deux manières, je disais. Soit on déclare la personne dans les règles de l'art, on est employeur, on peut être immatriculé à la CNSS et le déclarer. Ou alors on fait un contrat auto-entrepreneur. C'est des métiers qui sont prévus dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat, la sécurité ou le nettoyage, la sécurité privée. Et on a des factures dûment établies, un contrat clairement qui définit le périmètre de travail, qui définit la relation. S'il avait été déclaré, il aurait perçu une retraite et il n'aurait pas occupé effectivement le logement de fonction, je ne sais pas comment... Si, ça l'un n'empêche pas l'autre. Il peut très bien, c'est vrai qu'un appartement dans le centre de Casa, ça a beaucoup de valeur. Un appartement, je ne sais pas à quoi ressemble cet espace. Mais l'erreur a été faite dès le départ de ne pas avoir formalisé cette relation. Maintenant, je dirais à notre... de cotisation, c'est difficile. Alors comment il a demandé... C'est pas difficile pour un tribunal. Oui, non, pour un tribunal, c'est certain. Mais il agrée si les personnes souhaitent formaliser... Il faut trouver une solution à l'amiable. Il faut trouver une solution avec cette personne, c'est-à-dire trouver une cote mal taillée d'une prime de départ ou de quelque chose qui pourrait... Soit une prime de départ, ils libèrent les locaux et à ce moment-là, ils prennent quelqu'un dans la règle de l'art, soit ils régularisent sa situation, il perçoit une compensation, un salaire dûment établi dans le cadre d'une relation contractuelle et puisqu'il est à la retraite maintenant, donc établir un contrat d'auto-entrepreneur, et c'est ce que je préconiserais à cette auditrice, et commencer à lui donner une indemnité sur des travaux qu'il va clairement faire. Mais est-ce que les choses peuvent être faites en prémunissant la copropriété du risque judiciaire? C'est-à-dire si la personne accepte une certaine somme et qu'elle s'engage entre guillemets à continuer à accomplir un certain nombre de missions, est-ce que la copropriété est garantie du fait que la personne en question, le concierge, ne portera pas l'affaire au niveau Bien sûr, c'est ce que je disais. L'immeuble, il est doté de la personne morale. C'est comme une entreprise qui négocie. Si j'ai négocié avec mon salarié un départ à l'amiable et que je lui donnerai tel argent et qu'il ne demanderait rien par la suite, c'est un protocole d'accord entre deux parties. Et ça efface, on va dire, un passif contentieux qui peut surgir. Donc c'est possible de trouver un accord. Il faut le formaliser par écrit avec cette personne et pour un peu, on va dire, purger ce passif-là. Et effectivement, je crois qu'on a essayé de répondre à la question qui nous était soumise par Madame Sekina. Nous resterons ouverts à l'échange. Si vous avez d'autres questions ou des témoignages à faire entendre, c'est jusqu'à midi. Je vous rappelle simplement que vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec notre invitée Delina Nassali, qui est directrice générale de la société de syndic Gestis, et nous évoquons aussi les différentes relations qu'on peut établir avec un syndic lorsque l'on souhaite s'en séparer ou lorsqu'on souhaite simplement lever le flou. Et dans beaucoup de résidences et beaucoup de copropriétés, il y a un flou qui persiste. On ne sait pas s'il y a un syndic ou s'il n'y en a pas, et on pense
dans certains cas, que s'il y a des difficultés qui surviennent, effectivement, qu'il y ait un syndic de fait. Le syndic de fait est quelquefois pas au courant du fait qu'il est syndic de fait. Exactement. Et surtout, ça a des implications, mais quand on souhaite clarifier les choses. Et en fait, pour rebondir un peu sur le cas de cette auditrice de l'immeuble de 5 appartements, en fait, on a l'impression que la copropriété, elle concerne les résidences qui ont 200 appartements et plus, et qui ont des jardins, des piscines et beaucoup de personnel. En fait, non. La copropriété, un immeuble avec 2 appartements, c'est une copropriété. Vous savez, une maison avec, vous savez, les maisons là, avec 2 étages et un magasin en bas, si les étages sont éclatés, c'est le cas, d'ailleurs, c'est le cas, il y a beaucoup de gens, c'est une vraie problématique, toutes les personnes qui ont eu Taoued et tout, et qu'on a déplacé de leur bidonville pour aller leur demander de cohabiter avec des personnes, l'un a construit et l'autre a habité, c'est une copropriété. C'est une copropriété. La copropriété ne connaît pas de taille. Et les problématiques, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des problématiques des grandes résidences, mais une problématique comme ça d'un concierge qui est mal considéré, qui n'a pas de statut et qui peut être une bombe à... Dans 75% des... Peut-être que la statistique, bon, c'est à la louche, mais c'est l'observation que j'ai faite. Beaucoup plus que ça. Mais combien de concierges sont déclarés à la CNSS? Zéro. Très souvent. La conséquence, c'est 30 ans plus tard, il y a des indemnisations à 100 000 dirhams pour la personne. Très souvent, c'est le concierge c'est la personne qui était là le temps du chantier du promoteur qui est resté là, ou alors c'est quelqu'un qu'on a ramené d'un bled parce que il a besoin de travailler, ou il rentre, il a besoin, comme il vit là-bas H24, il faut bien qu'il se marie, il ramène sa femme qui va aider à nettoyer les escaliers. En plus, après, ils vont avoir des enfants, c'est normal, c'est la vie. Et on va pousser une famille sans statut, sans couverture, sans rien du tout. Et ça, c'est effectivement la quasi-totalité des immeubles isolés. C'est ce qu'on a, c'est ce cas de figure du concierge. C'est une bonne conscience les vendredis en descendant le couscous. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas la rémunération. Ça, c'est pas la... Ça, c'est c'est pas la dignité sociale. Oui, mais c'est surtout que même du point de vue de la copropriété, bon, c'est pas nécessairement la défense la plus alerte de ses propres intérêts, parce que le cas échéant, la personne, comme ce que vient nous dire Madame Sakina, elle n'a plus envie de travailler, elle n'a pas été payée, elle n'est pas déclarée, donc... On le comprend, depuis Covid, il a... Alors déjà avant Covid, elle disait que c'était quelques voisins qui lui donnait quelque chose. Donc c'était même pas un salaire clair. Donc il faut absolument, je dis à cette auditrice, de vraiment essayer de trouver une solution à l'amiable avec ce concierge-là et l'indemniser dignement pour qu'il aille je dis considérer sa retraite. Du point de vue de la copropriété, effectivement, si l'affaire aboutit au niveau judiciaire, elle est durement sanctionnée. Oui, et après, elle est durement sanctionnée. Parce qu'on est dans une relation employeur-employé. C'est comme une entreprise où il y a un DG, un gérant assis dans son bureau qui n'a pas déclaré son salarié. C'est la même chose. C'est juste que là, c'est un immeuble et là-bas, c'est une entreprise. Oui, mais c'est le même traitement, même sanction. Mais probablement, dans le cas de l'immeuble, effectivement, pour ce qui est de récupérer les fonds, c'est un peu plus délicat parce que souvent, ils sont à plat. Dans beaucoup de copropriétés. En fait, le problème, il vient de quoi? Il vient de la considération de la copropriété. C'est-à-dire que on n'est pas encore arrivé à la maturité de se dire qu'on va payer la cotisation qui va nous permettre de vivre et de rouler correctement. C'est qu'on se dit que non, nous, dans cet immeuble, c'est 300 dirhams, il faut que ça reste 300 dirhams. Et on essaie de rentrer dans les 300 dirhams. Mais quelquefois, c'est beaucoup moins. Alors que c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire, il faut que j'établisse le salaire clair de ce concierge chargé avec la CNSS ou un salaire avec lequel on va se mettre d'accord dans un contrat d'auto-entrepreneur. Il faut que j'établisse mes charges de fonctionnement et je les divise sur le nombre de parts. On fait l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'on se dit, et nous on est confrontés très souvent à ça, on dit écoutez madame, nous on a un budget de temps, il faut rentrer dans ce budget. Donc c'est pas comme ça que ça marche. C'est nous qui nous adaptons au budget et j'espère que ça viendra dans quelques années quand on va avoir
des plus de normes, c'est-à-dire quand on va avoir des obligations de vérifier les ascenseurs par un bureau de contrôle, quand on va avoir des obligations d'économie d'énergie, quand on va avoir des choses comme ça, c'est des choses qui vont se rajouter à la facture et on va faire avec. Et quand on aura envie aussi d'avoir des façades qui ne sont pas dans l'état dans lequel elles sont. Exactement. Alors, il est 11h23 minutes, on va décaler la respiration musicale et on va donner la parole à un auditeur qui nous a contacté de Casablanca. Si Kamal est avec nous à l'antenne, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, si Kamal. Je souhaite intervenir dans le cadre du règlement des cotisations. Oui. Et là, j'ai besoin de l'avis de Madame Nasseri parce que, par exemple, quand vous avez un copropriétaire qui ne paie pas, vous lui adressez une mise en demeure, et si la mise en demeure n'est pas retirée ou enfin donnée en main propre au copropriétaire, le tribunal refuse de prononcer le jugement. Oui. Ce qui est illogique. Bon, personnellement, je comprends pas parce que quand vous avez un copropriétaire qui ne veut pas payer, il ne va pas accepter, il va pas recevoir la mise en demeure. Mais alors, à ce moment-là, est-ce que c'est logique? Parce que quand vous posez la question à un avocat, il vous dit, quand vous avez un huissier qui se présente, que ce soit par exemple la personne elle-même, son fils ou je sais pas moi, sa bonne, elle est acceptée, alors que c'est pas le cas. Tout à fait. Disons que disons que on connaît, mais ma question est que font par exemple, je sais pas moi, les gens de loi ou est-ce que il y a une réaction, est-ce que il y a une suite? Ou bien ça reste comme ça, parce que si c'est le cas, c'est le blocage. Ça donne tous les prétextes du monde à la personne de ne pas payer. Et ce n'est pas logique normalement. Complètement. Oui. Non, il y a la solution. Alors déjà, je vais juste clarifier, quand la personne refuse de prendre, c'est-à-dire, je sais pas, vous envoyez à Monsieur X. Elle est absente. Voilà, elle est absente, si elle refuse elle de prendre, c'est bien, c'est considéré comme raf du tabar taslim. Donc, si la personne n'est pas là, c'est-à-dire si elle a la mahal morlaq comme rapporte l'huissier de justice, si elle n'est pas chez elle, si c'est un de ses employés qui sort, si c'est madame, si c'est le fils, c'est pas considéré comme réception effectivement. Et ça, c'est l'application de l'article 25 de la loi 106-12 qui nous rappelle qu'il faut que la personne accuse elle-même. Oui. C'est vrai que par le passé, les tribunaux étaient beaucoup plus souples. Et encore aujourd'hui, et encore dans certaines villes. Donc on est beaucoup plus regardant sur ça à Casablanca. On est beaucoup plus cool ailleurs, on va dire. On regarde quelque part l'intérêt général de la copropriété. On arrive à avoir des jugements. Donc il n'y a pas de... Quand vous avez cet élément-là, ce n'est pas que vous ne pouvez pas rien faire. C'est-à-dire qu'il faut changer de stratégie. Quand vous avez un retour négatif de l'huissier de justice, vous n'allez pas faire une demande en référé, vous allez faire une demande dans le fond. Dawaf al-Mawdu'. Alors, Dawaf al-Mawdu', la différence entre le référé et Dawaf al-Mawdu', dans le fond, c'est que le référé, vous allez donner les fameux 4 documents, qui sont le PV d'huissier de justice de la mise en demeure, l'attestation de dette, le titre foncier et le PV de l'Assemblée générale de chaque exercice réclamé. Vous les donnez à l'avocat, vous avez votre jugement. Au juge, vous avez votre jugement. Quand on fait une action dans le fond, c'est différent. Là, on parle de requête. C'est-à-dire que votre avocat va déposer une requête. La personne va recevoir une convocation à venir à une audience, ce qui n'est pas le cas dans le référé. Elle va venir à une audience. Bien sûr, elle ne va pas se présenter parce qu'elle ne va pas recevoir ou elle ne va pas chercher la convocation. Donc, donc elle va être décalée dans un laps de 3-4 semaines. Ça dépend de la charge du tribunal. La deuxième audience, elle ne va pas se présenter, ça va être renvoyé encore une fois pour qu'elle vienne, et à ce moment-là, le tribunal va mettre en place ce qu'on appelle la mesure du curateur, c'est-à-dire que vous allez avoir un jugement dans le fond en son absence. Vous allez obtenir votre jugement.
Voilà. Et quand vous allez avoir ce jugement-là, il va falloir, pareil, le notifier. Vous allez le notifier, la personne ne sera pas là, pareil, mais c'est encore une fois, pour aller jusqu'au bout de la procédure. Et avec ce jugement-là que vous aurez obtenu, vous pouvez faire vos procédures secondaires, c'est-à-dire, comme vous pouvez aller faire saisie sur compte bancaire, faire saisie sur le bien, vous pouvez continuer votre procédure. Donc, quand le référé échoue parce que la personne n'a pas reçu, allez dans le fond. Alors, la problématique du fond, c'est que c'est un peu plus coûteux. Vous allez déposer au tribunal 1% de la somme réclamée. Voilà, c'est comme pour la procédure d'un chèque impayé. Et que ça va prendre un peu plus de temps que le référé. Mais vous allez avoir vos jugements et vous allez pouvoir faire vos saisies. 2 années, 3 années, quoi. Non, moins que ça. Peut-être pour les saisies, s'il y a des problématiques de localisation, si vous n'avez pas trouvé de compte bancaire, oui, si vous êtes en train de chercher. Mais allez, 4 mois, quelque chose comme ça. Enfin, nous avons essayé beaucoup plus, mais c'est pas grave. Voilà. Enfin, nous, on arrive à les avoir en 4 mois. Oui. Après, il faut une autre possibilité. Il faut surtout réclamer les frais de la procédure votée en Assemblée Générale. Ça, on le je remercie Madame Nassé. C'était il y a l'année dernière, je pense, que vous avez parlé de ça. On l'ajoute sur les PV, tout à fait. Exactement, tout à fait. Et bon, malheureusement, il faudrait refaire, c'est-à-dire, il faut essayer une autre fois. Et les avocats auxquels on s'adresse, je sais pas, mais... Changer d'avocat? Changer. Bah oui, parce que là, manifestement, on n'avait pas le bon conseil. Alors, nous, on va changer d'interlocuteur. Surtout, c'est de notre place. Karim Drodé va nous présenter les actualités. On l'avait annoncé tout à l'heure, à 11h30. Et on va se retrouver pour la suite de notre émission. Je vous remercie, Si Kamal. On sera à l'écoute de vos questions aussi, si vous souhaitez les faire entendre, jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec Dalila Nasseli, qui est directrice générale de la société de syndic G6. Nous resterons bien entendu aussi ouverts à l'échange si vous avez des questions à faire entendre. C'est jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Alors, sur la question qui est restée en suspens, alors on a évoqué des problématiques de recouvrement, c'est un classique. Les concierges, effectivement, c'est quelquefois une relation qui n'est pas bien vue pour ce qu'elle est. Parce que dans l'observation qu'on fait des immeubles dans nos villes, effectivement, rares sont les relations qui sont contractualisées, ce qui est une épée de Damoclès sur les immeubles en question, parce qu'après, il y a des indemnisations. Mais tu disais, Dalila Nasseli, pour ce qui est effectivement du débouché judiciaire de ce type d'affaires, c'est plus délicat pour la raison que toutes les copropriétés n'ont pas nécessairement de compte bancaire. Et elles n'ont pas nécessairement, effectivement, des choses saisissables, entre guillemets. Alors, en fait, ils n'ont pas toutes un compte bancaire, oui, c'est vrai, et c'est à tort. À tort parce qu'ils devraient avoir un compte bancaire. Mais est-ce qu'ils n'ont rien de saisissable? Si, ils l'ont. Les biens de copropriété? Tous les biens, tous les appartements. Ils sont en copropriété. Ils ont une carte grise qui les lie tous, c'est le règlement de copropriété. Et si, par malheur, vous avez, je sais pas, un prestataire, un concierge ou autre qui va s'attaquer au syndicat des copropriétaires et que le syndicat n'a pas de fonds propres, il peut très bien aller vers ces copropriétaires parce qu'ils sont... Et saisir. C'est ça. Et saisir tous les biens de tous les copropriétaires, c'est possible. Parce qu'on est dans la solidarité. On est dans la solidarité. Bon, on est dans la solidarité et il ne faut pas penser que parce qu'on n'a pas un syndic, parce qu'on n'a pas un compte bancaire, parce qu'on n'a pas créé un syndicat dans la règle l'art, qu'on est dans l'impunité et qu'on peut se permettre des dépassements. Ou bien, là, en fait, ça peut être un problème d'une chute d'un ascenseur, ça peut être un incendie avec des morts ou là, quand si la responsabilité et c'est on va dire est déterminé, c'est tous les copropriétaires qui sont solidaires dans le dédommagement. Mais surtout qu'avec l'âge, effectivement, il y a parfois des problèmes de santé. La personne a besoin de sa couverture, elle n'en a pas, elle porte l'affaire en justice et effectivement, c'est bonjour les dégâts. En fait, on est un pays où, en fait,
c'est pas que notre pays, il faut que ça passe par le législateur. Alors tu vas me dire, le législateur ne va pas, c'est pas aujourd'hui qu'il va expliquer aux gens qu'il faut déclarer leurs salariés. Maintenant, en copropriété, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, par exemple, ce qu'on appelle le commissaire aux comptes. Donc le commissaire aux comptes, aujourd'hui, est devenu une obligation. D'accord ? Et cette obligation, elle a été imposée par un décret. Oui. Donc maintenant, pour les copropriétés d'une certaine taille. Qui font plus de 500 000 dirhams, elle est très très vite, très très vite. Et maintenant, on provisionne les honoraires du commissaire aux comptes dans le budget. Ce n'est plus un luxe ou un bon vouloir, c'est devenu une obligation. Donc tant qu'il n'y a pas un rappel de l'obligation légale, tant que la loi n'est pas là pour resserrer les boulons, il y a les oui, mais manifestement, ça a pris une direction inverse. D'après le témoignage de Sikemel, qui est syndic bénévole, c'est pas son métier. Il a fait appel à un avocat pour qu'il y ait effectivement des conséquences judiciaires pour la personne qui ne paye pas ses cotisations. Manifestement, on lui dit que la procédure ne va pas aboutir, donc il faut faire un procès. Ouais, non, mais je lui ai dit qu'il change d'avocat parce que ça aboutit ailleurs. Alors c'est vrai que les affaires de copropriété, c'est pas des affaires très juteuses, on va dire, qui n'intéressent pas beaucoup certaines personnes, mais non, il faut ça aboutit, une action dans le fond, il aura ses jugements, il fera à minima sa saisie sur le bien pour préserver la dette et stopper la prescription, en attendant de faire ce qu'on appelle la localisation et trouver d'autres biens, ou bien le compte bancaire, ou bien la voiture, ou bien autre chose de la personne. Oui. Mais ça aboutit, il ne faut pas dire que ça n'aboutit pas. Ça prend du temps, c'est un peu plus coûteux, mais ça aboutit. Ça aboutit quand on a la volonté, lorsque effectivement la somme en vaut la chandelle, et lorsqu'on a aussi fait voter les dispositions en Assemblée Générale permettant de réclamer aussi récupérer un peu les frais engagés, parce qu'une copropriété qui va dépenser plus d'argent pour la procédure judiciaire que ce qu'elle va récolter comme somme qui correspond à l'impayé du copropriétaire qui n'a pas honoré son engagement, effectivement c'est aussi une équation qu'il faut prendre en considération. Tout à fait, exactement. Donc je rappelle, faire ces assemblées générales, c'est très important. Donc cette auditrice nous a dit qu'elle va peut-être devenir syndic de son immeuble. Alors on n'a pas parlé des impayés, je ne sais pas si ces 5 appartements payent, mais j'espère pour elle qu'elle a le PV de l'Assemblée générale de 2020, de 2021, de 2022, de 2023 et bientôt 2025 pour qu'elle puisse réclamer au moins ces 5 dernières années. Si elle ne les a pas, elle ne pourra pas les réclamer parce que ça fait partie des documents administratifs qu'un syndic doit avoir et qu'un juge réclame en cas de procédure d'injonction de paiement, de demande d'injonction de paiement. La transition est toute faite et justement ce sont parfois les transitions entre syndics qui ne se passent pas dans les meilleures conditions, Dalila Nasseli, quand on souhaite en changer. C'était l'autre cas de figure que je souhaitais soumettre parce que c'est aussi une réalité dans certaines copropriétés. On se rend compte qu'il y a une gestion défaillante et on souhaite changer de syndic. Parfois c'est un syndic bénévole, parfois c'est un syndic professionnel. Il faut faire les choses convenablement, alors comment s'y prendre ? Alors, comme j'ai dit en début d'émission, le syndic, il est élu par une assemblée générale, il peut être révoqué. Alors, est-ce qu'il faut donner un motif pour changer de syndic ? Non, le législateur nous a pas dit dans la loi, si vous souhaitez révoquer votre syndic, justifiez-le. Non, au même titre qu'on ne justifie pas forcément pourquoi on veut ce syndic, c'est du volontariat. Monsieur Untel s'est proposé pour devenir syndic. Pour divorcer, il faut se justifier par contre. Ça c'est autre chose, oui. Et quand c'est à l'amiable, on ne justifie pas. Oui. Mais c'est censé être une relation à l'amiable, justement. On choisit un syndic sur la base du volontariat, on choisit un syndic professionnel sur la base de son offre, on se sépare d'un syndic professionnel lors d'une assemblée générale et on se sépare également de son syndic bénévole lors d'une assemblée générale par révocation du 3/4 à la première séance et de la majorité des présents à la seconde séance. La majorité des présents à la seconde séance. Exactement. Oui, le mettre à l'ordre du jour. Il faut le mettre à l'ordre du jour. Les documents de transition, du syndicat adjoint, comment ces choses-là? Alors il faut que ça soit à l'ordre du jour, ou bien rajouté à l'ordre du jour dans les règles de l'art, bien sûr, toujours. Le syndic, il est révoqué à l'instant T et il a un délai de 15 jours pour faire la passation avec le nouveau syndic. Nous, on va se révoquer pendant quelques instants. On va reprendre la suite de notre émission des experts dans quelques minutes. Nous resterons ouverts à l'échange si vous avez des avis ou des questions à faire entendre, toujours au 05 22 95 36 60.
70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts avec notre invité Delila Nasseri qui est DG de la société de syndic G6 et nous évoquons le cas de la révocation. Alors, effectivement, on peut décider de changer de syndic, puis on peut essayer d'établir un syndic et d'essayer de lever le flou qui persiste dans certaines copropriétés. On a l'impression que personne n'assume la responsabilité véritablement du syndic. Alors, de ce point de vue, quand on a des difficultés à réunir, quand on a des difficultés à sensibiliser par rapport aux besoins qu'on peut avoir de désigner quelqu'un de responsable en charge, entre guillemets, des biens communs, et aussi comment peut-on s'y prendre? Alors, il y a deux manières de s'y prendre. Quand on a soit un syndic, on va dire aux abonnés absents, ou un syndic qui ne veut pas écouter ce que l'Assemblée générale lui a demandé, ce que les copropriétaires lui demandent, ou on va dire une copropriété qui est en faillite ou qui est en difficulté. Alors, quand on a un syndic clairement identifié, qui ne veut pas faire le job, entre guillemets, ou bien qui n'en fait qu'à sa tête, ou bien qui ne veut pas tenir une Assemblée générale, on lui adresse une pétition faite par le 1/3 des copropriétaires. Un tiers des copropriétaires. Une pétition, c'est une lettre. Une pétition, c'est un tableau dans lequel un tiers des copropriétaires signe, ou bien on envoie, parce qu'il y a des personnes qui n'habitent pas, des emails de déclaration de signature à la pétition, d'accord, et on lui envoie une mise en demeure. À ce syndic-là, lui demandons de convoquer une assemblée générale dans un délai de 8 jours. Il a l'obligation légale de la convoquer. S'il ne la convoque pas, le législateur nous dit, c'est-à-dire dans 8 jours, on ne commence pas à recevoir les convocations, l'assemblée générale, avec l'ordre du jour qui a été envoyé, peut être tenue par n'importe quel copropriétaire. À ce moment-là, on convoque l'assemblée générale et on peut même intégrer, bien sûr, on lui envoie lui également une convocation pour lui rappeler qu'il doit venir et on peut rajouter la révocation de syndic à cette convocation-là. Oui. Deuxième cas de figure, c'est une copropriété qui a des difficultés et le syndic n'y arrive pas. C'est-à-dire on croule sous les dettes. Idéalement, pour l'avoir, on a une saisie sur le compte bancaire. Par exemple, on n'arrive plus à payer nos fournisseurs. Ça s'appelle stihalat tsir. On fait appel à ce qu'on appelle l'article 59 bis. Donc cet article-là, il parle de l'administrateur provisoire. Cet administrateur provisoire peut être une personne morale ou une personne physique et on demande au tribunal de première instance de désigner cette personne-là pour qu'elle gère provisoirement la résidence et qu'elle la remette sur pied. Alors l'avantage de cette solution, pour la mettre en place, il faut avoir 10% des signatures des copropriétaires, d'accord ? On prend un avocat, on fait une demande au tribunal de première instance. Monsieur le juge, on a des saisies sur le compte, on n'arrive plus à payer les fournisseurs, on est en faillite, la résidence se dégrade. Mettez-nous, s'il vous plaît, un administrateur provisoire. Cet administrateur provisoire, il a pour mission temporaire, parce qu'elle est limitée dans le temps, souvent c'est 6 mois renouvelables, ou bien 1 an renouvelable. Il a pour mission de remettre sur pied la copropriété. Donc, très souvent, juste je finis, très souvent, sa première mission, c'est lever la saisie quand saisie il y a, ou bien remettre en place les processus de recouvrement. L'avantage de cette solution, c'est qu'elle met un peu la résidence dans un espace d'état de grâce, c'est-à-dire que pendant la période d'administrateur provisoire, aucune procédure ne peut être intentée à l'encontre du syndicat. Si vous avez un fournisseur qui va vous ester en justice pendant la période de l'administrateur provisoire, il ne peut pas le faire, le temps de se remettre sur pied. Et est-ce qu'il y a des conditions pour songer à cette option ? Alors la condition, on va dire que pour celle qui est systématique, parce que très souvent la résidence va mal, c'est très subjectif, mais très souvent pour que le juge l'ordonnance, il faut qu'il y ait une saisie sur le compte bancaire. Quand on a une saisie sur le compte bancaire, c'est que ça va pas, c'est qu'on soit on ne paye pas, soit on est en cessation de paiement. Oui, et l'autre question qui me semble, qui découle de l'exposé de cette hypothèse ou de cette solution potentielle d'Delila Nasseri, c'est de savoir parmi quel groupe on va tirer effectivement la personne qui sera chargée d'être administrateur provisoire. Alors j'ai entendu personne morale ou personne physique, donc peut-être potentiellement l'un des copropriétaires qui sera désigné. Tout à fait. Il peut refuser ou pas ?
Non, bien sûr, en général, s'il va être désigné, c'est qu'il est volontaire. Il est volontaire. Parce qu'il va donner sa CIN et son identité. Et pour ce qui est de la société qui c'est personne qu'elle est aussi physique ou personne morale. C'est que aussi la société, ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'être administrateur provisoire. Les gens viennent nous voir, ils nous disent qu'on a besoin de vous. Là, c'est le désert, c'est un problème, c'est voilà. Donnez-nous, c'est le désert parce qu'il n'y a personne qui prend les choses en main. C'est le désastre parce qu'il y a la saisie sur le compte ou parce qu'on est en faillite. S'il vous plaît, on veut vous nommer comme administrateur provisoire. Donnez-nous ce qu'il faut qu'on donne notre registre de commerce pour qu'il soit déposé dans la requête faite au tribunal. Donc c'est effectivement peut-être pour sortir des cas extrêmes où on peut voir effectivement que certaines copropriétés partent à volo, il y a potentiellement ce dernier recours. Oui, alors ce dernier recours, comme j'ai dit... Est-ce qu'il se pratique Oui, il se pratique assez souvent, il est très mal connu. Oui. Il se pratique, les gens ont recours quand vraiment en dernier, dernier carat, quand il n'y a pas de solution ou quand on a une saisie sur le compte bancaire. Le problème, quand on a la saisie sur le compte bancaire, c'est qu'on est bloqué, tout ce qui rentre est pour la saisie, on ne peut rien faire. Et qu'en général, quand c'est un prestataire, c'est que les autres aussi vont déambuler. Donc l'avantage de l'administrateur provisoire, c'est qu'il donne cet état de grâce, il préserve la copropriété d'autres litiges, c'est-à-dire que je ne peux pas rester en justice la résidence X tant qu'elle est sous administrateur provisoire. Ça lui permet de respirer un peu, de faire du recouvrement, d'avoir cette autorité du tribunal pour agir et de remettre sur pied la résidence. Et quand la mission de l'administrateur provisoire s'achève, donc en général c'est 6 mois ou 1 an, il se retire en convoquant une assemblée générale. Et les personnes décident. Voilà, et laisse les personnes décider donc de leur sort et de leur résidence. Oui. Sa mission, elle est finie. Reste le cas de figure pour qu'on ne laisse pas nos auditeurs sur la fin, parce que on évoquait les différentes hypothèses qui font que des fois on a un syndic ou des fois on n'en a pas, mais des fois les transitions se passent mal. Et ça ne se passe pas nécessairement dans les meilleures conditions. Et effectivement, on peut essayer de pas donner tous les documents, quelquefois, lorsqu'on est en responsabilité, quand on a été révoqué. Alors, comment est-ce qu'on gère ces conflits-là, Dalila Nassali ? Alors, le syndic sortant... Quels sont les blocages possibles ? Alors, le syndic sortant, il faut savoir qu'il y a, pour qu'un syndic puisse prendre la relève, il y a un minimum. Le minimum syndical, si on veut faire un jeu de mots, c'est qu'il faut que j'ai à minima la copie des contrats, d'accord, actuels. Il faut que j'ai l'état de cotisation cacheté et dûment envoyé par le syndic sortant. Il faut que j'ai les moyens de paiement, le chéquier, le cachet, et il faut que j'ai tous les contrats de l'assurance, de tout ce qui est assurance, contrat des prestataires, etc. Ça me permet de prendre la relève et de continuer le travail. Mais des fois, malheureusement, ça nous arrive dans des résidences où on a des syndics sortants qui refusent de faire ce qu'on appelle la passation. Ils refusent de faire la passation pour des raisons des fois inexplicables ou des fois parce qu'ils ont une facture impayée, donc ils ne font pas la passation. Pour faire pression sur... Pour faire pression. Donc il faut savoir que le dispositif légal, il est très simple. Quand un syndic sortant refuse de faire la passation, on va l'ester en justice. Il a un délai de 15 jours pour s'y plier. Quand il ne le fait pas, on saisit le tribunal de première instance et on a un jugement l'obligeant à faire la passation moyennant une astreinte d'amende journalière. Nous, on s'y plie, on n'a pas d'amende ni d'astreinte journalière, on va faire la passation à l'instant même avec nos collègues. Pas besoin de passer par la case prison. Oh, absolument pas. Pour que le studio puisse avoir quelques éléments de comparaison. Nous allons nous retrouver demain pour d'autres thématiques des experts. Je te remercie Dalila pour ta présence avec nous à l'antenne. Je remercie les auditeurs qui participent à l'émission. Et on va céder notre place puisqu'on va nous présenter bientôt, dans quelques instants, le journal d'actualité en langue arabe. Kamal Rsal va s'en charger et la suite des programmes sera assurée par Ahmed Aloua. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi.